Un jeune chercheur ou un vieux chercheur ou un ancien. En tout cas, j'ai été adjoint longtemps et je vais partager avec vous des réflexions autour de ce fabuleux métier qu'être chercheur adjoint dans un centre de recherche clinique à l'Université de Montréal. Et je vais donc vous présenter cette réflexion qui est vraiment une réflexion. Il n'y a aucune recherche derrière ça, je vous raconte ma vie. Alors ceux qui ne sont pas intéressés par ma vie, je suis vraiment désolé. Mais comme je suis un bon chercheur, je suis un chercheur narcissique. Et comme je suis un professeur, je pense que je suis au cœur du monde. Donc je vais vous parler de moi, alors vraiment, je suis vraiment désolé. En plus, vous avez compris à mon accent que je viens d'un pays où les gens aiment bien se mettre en avant. Mais j'habite ici depuis suffisamment longtemps pour avoir appris un petit peu de modestie. Alors le monde académique, vous le connaissez, David Lodge a fait des beaux romans là-dessus. Un tout petit monde, je ne sais pas si vous connaissez cet ancien roman des années 80. Un auteur canadien aussi a fait un bon roman qui s'appelle Robertson sur la manière dont le monde académique fonctionne. Donc je vais revenir un peu là-dessus quand même pour vous dire qu'évidemment on est dans de la recherche essentiellement avec ce concept étoile, parapluie de Keystar, de toutes les activités de transfert, et que les activités de transfert sont vraiment entre ces deux mondes. Dans mon domaine, qui est celui de la santé publique ou de la santé mondiale, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années aux États-Unis où les chercheurs sont allés regarder dans 49 écoles de santé publique, 90 programmes dans le domaine de la santé publique, qui montraient très bien que si vous voulez survivre dans ce milieu-là, il ne faut absolument pas faire de la recherche trop compliquée, trop participative, trop collaborative. Il faut faire la recherche traditionnelle avec un chercheur qui a un grand nom et qui produit et qui découpe ses articles en plein de blabla, toutes ces histoires que vous connaissez très bien. Sinon, vous ne survivez pas. Et ils ont fait après une analyse qualitative intéressante où ils sont allés rencontrer des chercheurs, seniors ou juniors, pour essayer de comprendre la manière dont ils pensaient ces questions-là. Et on voit très bien ce que Christian vient d'illustrer. Les chercheurs seniors expliquent parfaitement à leurs collègues juniors, alors parfois avec beaucoup de paternalisme, mais en tout cas souvent avec un peu de mentorat, mets de côté le transfert, mets de côté les choses compliquées, publie des articles dans des grandes revues. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir suivre. Je me souviens, moi, lorsque j'avais demandé ma promotion au centre de recherche du CHUM, j'avais publié un petit papier de 500 mots dans le Lancet, où il n'y avait rien du tout. Et bien c'est ça qu'on m'avait dit de mettre en avant, parce que c'est ça qui va être important, même ce qu'il y a dedans n'est pas important. Le fait que ça a été publié dans le Lancet, 500 mots, ça suffisait à montrer que j'étais un grand chercheur. Donc les enjeux dans ces questions-là sont vraiment importants. Alors à l'Université de Montréal, je ne sais pas si vous connaissez ça, en tout cas ici à l'Université de Laval et ailleurs ça existe assez peu, mais j'ai le titre de professeur sous octroi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un professeur sous octroi, pour reprendre le vocabulaire d'une chercheure qui, elle, n'est plus sous octroi, une grande professeure de l'Université de Montréal dont je tairai le nom, qui est dans mon département, elle m'a dit « tu es sur un siège éjectable ». Les professeurs sous octroi à l'Université de Montréal sont des profs qui sont sur un siège éjectable. Alors si vous voulez avancer dans la carrière, vous commencez comme un adjoint, puis vous devez monter. Alors voilà les critères de promotion que les gens utilisent à l'Université de Montréal. À gauche, c'est les critères de l'Université de Montréal. Donc je suis dans le département de médecine sociale. Et lorsque j'ai demandé d'aller dans la catégorie des agrégés, il a fallu que j'organise mon CV, que j'explique tout ce que j'avais fait ces 5 dernières années au regard de ces 4 catégories à gauche qui sont pondérées. Alors vous voyez évidemment, quand on est un professeur sous octroi qui fait de la recherche, 70% de la cote est liée à la recherche, tout le reste est très peu important. Évidemment, vous pouvez chercher le transfert des connaissances, c'est même pas explicité. On pourrait le mettre dans le rayonnement éventuellement, mais pas plus que ça. À droite, vous avez les critères, alors ils appellent ça activité du professeur, du centre de recherche du CHUM, donc de Montréal, qui sont ces 4 critères qui, eux, ne sont pas pondérés, mais vous imaginez bien, avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, des 500 mots dans le Lancet, que ce qui importe le plus, c'est ces enjeux de critères. Donc, on est vraiment dans des incitatifs très très peu importants pour aller sur du transfert. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais la recherche en santé mondiale. Alors, la santé mondiale, c'est tout ce qu'on appelle des interventions de politique publique, d'intervention de santé, qui agit dans des contextes essentiellement où il y a des inégalités très, très, très importantes. Je travaille surtout sur les enjeux d'accès aux soins, où en Afrique de l'Ouest, essentiellement où je travaille, les gens doivent payer les soins quand ils arrivent dans les centres de santé. Alors là, c'est une maman qui va devoir payer son accouchement.
et ici évidemment ça n'existe pas, mais dans la plupart des pays dans lesquels je travaille, les gens doivent payer quand ils utilisent des services de santé. On vous en parlera dans la prochaine présentation. Alors je suis un chercheur aussi, et un chercheur, ça fait ça. Alors évidemment ma mère, je crois, un grand professeur qui fait le tour du monde. Mon patron et moi, je crois que je suis en train de créer des formules compliquées, mais à la fin, en bas, ce que je fais, c'est juste écrire des papiers. Okay, la plupart du temps, des articles que personne ne lit ou qu'on retrouve dans les forêts de la Gaspésie. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le jardin de... On appelle ça Mérissi, Métis. Donc j'écris des articles. Alors j'essaye de m'améliorer, je suis conditionné et focalisé sur mon facteur d'impact. Alors je regarde combien chaque article, je choisis ma revue en fonction de ça. Alors j'ai commencé en 2003 avec l'article de maîtrise, que j'ai fait ma maîtrise ici à Laval, avec un 2,4, puis j'essaye de monter au fur et à mesure de ma vie. Puis vous voyez maintenant, les journaux parfois mettent en avant de plus en plus ces questions de facteur d'impact, parce qu'on est conditionné par ces questions-là. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le directeur du centre de recherche du CHUM, qui me dit, tu viens avec ton CV, et tu viens avec ces statistiques-là, ton fameux index H. D'accord ? Et il va m'évaluer la semaine prochaine sur ce que j'ai fait l'année dernière par rapport à mon index H. Okay ? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Chaque chercheur a un index dans le monde qui lui permet de dire en fonction de ce qu'il a publié, de ce qui a été cité, il a une cote. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Si vous voulez vous amuser, vous allez sur Internet, vous allez trouver la cote que vous avez. Évidemment, c'est complètement biaisé parce que plus vous, c'est lié au nombre de fois où vos articles sont cités. Évidemment, plus vous êtes senior, plus vous êtes cité, plus votre indexage il est important. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais lui, il m'a demandé ça. Donc je dois lui fournir ça la semaine prochaine. Alors je triche un peu parce que, comme je fais aussi du transfert, puis je vous en parlais tout à l'heure, je publie aussi des articles dans des revues bizarres là en français, parce que mon public, il est francophone en Afrique de l'Ouest. Et évidemment, ça compte pas dans ces index, parce qu'ils regardent que les revues internationales. Donc j'utilise aussi l'index H de Google. Si vous allez sur Google, il y a aussi un index H qui va lui prendre en compte toutes vos publications, pas seulement les articles en anglais, mais aussi vos livres, souvent les livres, hein, ça ne sert pas à grand chose, et ça vous permet de gonfler un peu vos trucs et puis de discuter avec votre chef. Je trouvais ça par hasard il y a quelques années. C'était un chercheur américain qui s'est amusé à regarder quel était le temps, quelles étaient les activités que vous deviez faire si vous étiez un grand chercheur, et quelles étaient les activités sur lesquelles vous deviez investir du temps. Quelles sont les activités qui sont productives, qui ne sont pas productives en tant que chercheur. Et donc il s'amuse comme ça à faire une espèce d'algorithme des activités sur lesquelles il faut vraiment mettre de l'accent, alors écrire des papiers, etc. Puis en bas, tout ce qui ne sert à rien, par exemple, réviser des articles dans les revues. Il dit ça, vous perdez votre temps, ça ne sert à rien dans votre carrière, vous devez publier, donc ne perdez pas votre temps à réviser des articles. Il a même écrit lire des articles. Je ne sais pas comment il fait. Voilà. Donc lui, il s'amuse. Vous devez, du temps improductif, c'est l'enseignement. Okay, et là, il dit qu'il faut déléguer ça à des petits assistants ou du personnel de soutien, comme disait monsieur tout à l'heure, qui pourtant est essentiel. Alors évidemment, on pourrait s'interroger sur ce qu'ils appellent la slow science, là, et encore récemment, on sait très bien toutes les formes d'évaluation de la recherche et la manière dont les chercheurs sont relativement intelligents, pas tous, mais certains, sont capables évidemment de contourner le système d'évaluation individuelle pour pouvoir arriver à survivre et à faire aussi du transfert des connaissances. Et donc c'est pour ça que dans ma pratique, à moi, au-delà de toutes ces activités scientifiques qui me permettent de survivre et de dire à mon patron que j'existe, je fais des activités de transfert. Alors je pourrais vous en parler aussi longtemps. J'ai pris ici le fameux modèle très connu de l'INSPQ sur les différentes stratégies de diffusion des recherches, mais également d'appropriation pour être sûr que les travaux de recherche sont utiles et utilisés. Et je vous mets ici juste quelques exemples, je n'ai pas le temps de vous en parler, des différentes activités que je réalise en transfert des connaissances. En haut à gauche, c'est ça, je publie des articles aussi en français. Je fais des livres, alors je m'amuse par exemple à prendre mes articles en anglais et puis je les traduis en français pour les publier sous la forme de livres pour qu'ils soient accessibles aux décideurs francophones, parce que c'est clair que dans les contextes dans lesquels je travaille, ils ne lisent pas les articles, et ça c'est évident. On fait, alors pour utiliser le vocabulaire à la mode, là, des processus délibératifs, des ateliers, avec les décideurs où on partage des connaissances. Je participe à des comités de pratique sur les objets. Je fais des films sur nos travaux de recherche pour qu'ils soient accessibles, etc., etc., ou même des brochures qui permettent de résumer des travaux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des recherches avec des anthropologues
qui, comme vous le savez, font des livres de 500 pages et des rapports de 300 pages. Et c'est assez difficile de leur faire comprendre que ça ne va pas être très 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 lu, pour les décideurs en tout cas. Et on a réussi, il n'y a pas longtemps, à faire une brochure de 30 pages, où ils ont bien voulu résumer en 10 pages leurs travaux de recherche sur 3 ans, dans 3 pays. Et c'était ça, je pense, très, très utile. Donc je ne vous parle pas de ces enjeux-là, mais je pense que c'est important de montrer comment on peut, malgré tout, dans ce système, faire ces questions-là. Les choses changent. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, les Français sont en train de faire les 1 an de changement du fameux président. Alors évidemment, les choses changent aussi en transfert. Évidemment, on pourrait penser à notre ami Christian Dagenet, qui a amené le changement avec son équipe Renard. Le CV commun canadien, pour ceux qui se sont déjà amusés à faire ça, pour ceux qui n'ont pas de secrétaire ou d'assistant pour le faire, vous le faites vous-même, comme moi, mais vous avez peut-être découvert qu'il y a une nouvelle section depuis quelques mois qui vous permet de valoriser vos activités de transfert dans le CV. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas. C'est la première fois qu'ils l'ont fait. Alors évidemment, c'est compliqué, la manière de le remplir n'est pas toujours très, très, très facile. Puis ceux qui en font beaucoup comme nous, évidemment, ça vous passe encore des heures en plus à remplir des CV qui ne servent pas à grand-chose. Mais en tout cas, c'est nouveau, ça a changé. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui me semble être à valoriser. Ce qui est nouveau aussi, ça, c'est un prix que nous avons reçu avec toute une équipe. Il y a quelques mois, le centre de recherche du CHUM vient de nous décerner le prix de la réalisation scientifique de l'année dernière, à notre équipe. Pourquoi ? Pour un film documentaire que nous avons produit pour décrire les résultats de nos recherches. Pour qu'un centre de recherche hospitalier nord-américain donne un prix de réalisation scientifique à un film sur l'accès aux soins des plus pauvres avec une approche communautaire et participative, ça, je pense qu'il y a des changements dans la tête de ces cliniciens qui travaillent sur des paillasses toute la journée. Et je pense que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Puis enfin, je reviens sur cette note tout à l'heure, la lettre. C'est la lettre que j'ai reçue le mois dernier qui dit que j'étais intégré comme professeur à l'université, qui montre que même si vous faites du transfert, vous pouvez quand même intégrer et vous pouvez survivre. C'était la petite note, évidemment, je vous ai dit que j'allais parler de moi, donc je suis obligé de parler de moi. Et je termine avec ça. En vous remerciant. Je n'ai pas dépassé, hein? J'imagine que vous n'avez pas de questions parce que c'était personnel, non? Oui. Est-ce que les questions, c'est des commentaires? J'ai vraiment envie de trouver la pensée sur les exemples personnels. La première chose est vraiment un peu paradoxale parce que Nathalie Hochefort, en débutant, disait c'est extraordinaire, on a beaucoup d'étudiants ici, donc on est dans une pépinière de gens qui sont intéressés par le transfert des connaissances. Et puis, en même temps, tu exposes comment c'est difficile. Et moi, j'ai fait carrière aussi dans le domaine social, mais en santé et en médecine toujours. Et comment survivre, c'est vraiment... Donc, j'entérine vraiment tout ce que tu as dit. Juste ajouter que dans les changements, comme on parle de stratégie de survie, il y a quand même maintenant une pression sociale énorme sur les milieux académiques pour faire du transfert des connaissances. Et moi, je trouve que dans les institutions, il y a quelques places à occuper qui vont être la caution du transfert des connaissances et qu'il y a une marge de manœuvre assez étroite qui est vraiment un exemple. Je peux parfaitement survécu dans le système. À cause, et je pense que c'est important aussi de jouer sur la valorisation nouvelle. Comme les autres sont pas trop intéressants à en faire, on peut se faire la place. Ce que je voulais dire, et je pense aussi que ça dépend tellement des personnalités aussi, parce qu'il y a tellement de gratification. C'est des carrières qui sont extrêmement exigeantes. Et ça nourrit aussi les chercheurs et la part de la créativité qui est essentielle
beaucoup en service de chacun pour réaliser ces projets. Je vais prendre la pause. Je me questionne en fait parce que vous avez évoqué le fait qu'il y a une espèce de virage en cours dans les organismes subventionnaires exigés de transfert de connaissances comme critère de financement. Puis on le voit, là, il y a des demandes de plus en plus que les chercheurs développent des temps de transfert de connaissances. Mais en même temps, dans votre présentation, on voit que ce qui pèse le plus dans la balance, c'est vraiment les critères d'évaluation de l'université. Donc, tant que l'université ne va pas emboîter le pas, finalement, est-ce qu'on peut penser, moi je suis peut-être trop jovialiste là, en disant, bon, on sent qu'il y a un changement effectivement au sein des organismes subventionnaires, mais ce que je comprends, c'est que finalement, ça change plus ou moins la donne pour les chercheurs. Ouais, je pense que ça dépend aussi beaucoup des universités, des systèmes, mais les gens commencent à être ouverts aussi à ces questions-là, y compris dans les universités. Et même les organismes subventionnaires, on a eu des subventions avec Christian pour faire de l'évaluation de transfert et même faire du transfert. On a un projet, par exemple, en Afrique où on fait du courtage en connaissances et on a eu un financement des IRST, on a eu 2 millions de dollars sur 5 ans où on explique ça et on a réussi à vendre ça. Mais si les gens l'ont acheté, c'est aussi parce qu'on publie. C'est vraiment ça va ensemble. En fait. Si tu fais un programme qui tient la route, mais en même temps tu es un chercheur qui a un CV qui montre qu'il est capable de produire, voilà, donc, mais du coup ça fait souvent double fardeau. En fait, en même temps tu es obligé de produire, même, voilà, et les échéances ne sont pas les mêmes et la manière. Donc je pense que les choses sont en train d'évoluer. On n'est pas dans la révolution encore, mais ça bouge un peu. Et puis c'est à nous de le faire bouger aussi, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde de la recherche est mené et dirigé par les chercheurs, souvent. Donc du coup, c'est aussi à nous de le dire et de le mettre en avant et dans les comités de promotion, etc. C'est ça, c'est à nous de le faire. Problème de fond avec le transfert de connaissances, puis le fait qu'il est peu reconnu dans le milieu de la recherche, c'est qu'il pose la question de qu'est-ce que la recherche. Puis fondamentalement, c'est ça, parce que si on regarde, en fait, qui peut faire la recherche aussi? Parce que là, on parle du rôle des chercheurs dans l'université, mais on travaille dans un centre d'appui universitaire, en fait, où, donc, vraiment en équipe partenariale, en équipe financée, donc, beaucoup pour son aspect, son apport, du transfert de connaissances. En fait, dans le fond, on va quand même avoir la difficulté à faire reconnaître que l'équipe va être portée par un chercheur d'établissement. L'équipe doit être dirigée par un chercheur à l'université, un professeur. Donc, oui, il y a des avancées, en fait, parce qu'en même temps, de plus en plus présentement, on reconnaît le fameux score. Là. Maintenant, les chercheurs d'établissement peuvent quand même être considérés comme des chercheurs, donc même s'ils sont les professeurs, là, les chercheurs, mais ne peuvent quand même pas diriger l'équipe. Donc, ça pose la question aussi de qui peut faire la recherche. Non, puis il y a l'autre question aussi, c'est que si les chercheurs font trop de transferts, ils ne font plus de recherche. Donc il faut être capable de trouver. Et ça, c'est compliqué. Et puis tout le monde n'est pas à l'aise aussi à faire. Il y a des gens qui aiment faire de la recherche dans leur bureau et faire des modèles. Et puis voilà, c'est leur vie. Et puis pourquoi pas. Mais il faut d'autres. Donc ça aussi, il faut que les institutions soient capables de s'adapter à ces questions-là. Et puis les métiers d'intermédiaires sont encore très nouveaux. Hein. Et il y a encore peu de gens. Et c'est en train de se construire. Et trouver des bonnes personnes qui comprennent la recherche, mais qui comprennent l'intervention, c'est encore très compliqué. Ça aussi, il y a certainement encore plein de développement, de formation à faire pour que ces métiers existent. Et il y a encore beaucoup de défis, je pense. Merci.